Je ne voulais pas aller au Congo. J'ai peur, c'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. Je suis très angoissée. Dans ma famille, tout le monde était désespéré parce que c'est quand même quelque chose d'extrême. On s'est retrouvés ici au Congo après un vol extrêmement long de 27 heures pendant lequel on a été menottés tout le temps, aux mains et aux pieds. Le problème, c'est qu'ici, nous n'avons pas non plus de permis de travail pour aller chercher un emploi. Le problème, c'est qu'on voit bien que ce pays est vraiment très dangereux. Quand on voit les gens dans les rues, hier, quand j'ai pu sortir, on voit que le pays est en proie à une grande pauvreté, qu'il est très peu développé. Et donc l'incertitude est là, on est dans l'attente de voir ce qui va se passer après ces 7 jours. Imaginez la scène, le tarmac de l'aéroport de Njili, à Kinshasa, baigné par une chaleur moite et écrasante. Un avion privé vient de se poser, moteur encore hurlant. À son bord, ce ne sont pas des investisseurs, ni des diplomates, mais 15 passagers au regard perdu, expulsés manu militari du sol américain. Parmi eux, des Colombiens et des Sud-Américains qui n'avaient jamais entendu parler du fleuve Congo il y a encore 48 heures. Le message envoyé par Washington est d'une brutalité chirurgicale. Les États-Unis ne sont plus une terre d'asile, et l'Afrique devient, par un tour de passe-passe diplomatique, le nouveau déversoir de la politique migratoire de Donald Trump. À cet instant précis, alors que ces exilés foulent le sol de la capitale la plus surpeuplée d'Afrique francophone, une question brûlante se pose. La République démocratique du Congo est-elle en train de devenir le sous-traitant sécuritaire de la Maison-Blanche? S'agit-il d'un accord humanitaire ou d'un marchandage cynique où la souveraineté congolaise est vendue aux plus offrants? Aujourd'hui, sur les échos du front, nous plongeons dans les coulisses de ce transfert de population inédit qui vient de redéfinir les frontières de l'influence américaine en Afrique centrale. Bonjour à tous et bienvenue sur les échos du front. L'actualité vient de basculer dans une dimension où la géopolitique des frontières défie toute logique géographique. La Maison-Blanche, sous l'impulsion de Donald Trump, a confirmé ce que les observateurs craignaient, le début d'une déportation systématique vers des pays tiers, et la République démocratique du Congo se retrouve en première ligne. Attention, ne nous trompons pas de théâtre. Quand on parle de la République démocratique du Congo, ou RDC, on parle du géant d'Afrique centrale. Ne confondez pas avec la République du Congo, sa voisine de Brazzaville. Nous parlons ici du pays de la rumba, de Kinshasa la Belle, mais aussi du pays marqué par des décennies de conflits minéraux et de tensions sécuritaires à l'Est. Le paradoxe est total. Alors que la RDC peine déjà à gérer ses propres déplacés internes par millions à cause des rébellions incessantes, le gouvernement de Kinshasa accepte d'accueillir des migrants venus d'Amérique du Sud. Pourquoi une telle décision? Quel est le prix de ce contrat? Et surtout, pourquoi ces nouveaux arrivants, à peine descendus d'avion, décrivent-ils déjà leur séjour comme un enfer sur Terre? Entre maladies soudaines, chaos urbain et négociations secrètes impliquant des réfugiés afghans, nous allons décortiquer aujourd'hui ce dossier explosif. Préparez-vous, car les échos que nous recevons du front migratoire sont bien plus sombres qu'il n'y paraît. Pour ces 15 pionniers d'un genre nouveau, le réveil est brutal. Imaginez Gabriela. Elle a traversé des jungles en Amérique centrale, évité les cartels, pour finalement atteindre ce qu'elle pensait être la sécurité aux États-Unis. Mais au lieu du bitume de Miami ou de Houston, elle se retrouve enfermée dans une chambre d'hôtel à Kinshasa. Les témoignages qui nous parviennent sont alarmants. À peine arrivés, nous sommes tous tombés malades, confie-t-elle. Fièvre, vomissements, troubles gastriques sévères. Ce n'est pas seulement le climat équatorial qui les frappe, c'est l'effondrement total de leurs repères. En RDC, l'environnement sanitaire est un front de bataille quotidien. Gabriela dénonce l'absence totale de suivi médical. Aucun professionnel de santé n'est venu nous examiner. Je ne voulais pas aller au Congo. J'ai peur, c'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. Je suis très angoissée. Dans ma famille, tout le monde était désespéré parce que c'est quand même quelque chose d'extrême. On s'est retrouvés ici au Congo après un vol extrêmement long de 27 heures pendant lequel on a été menottés tout le temps, aux mains et aux pieds. Ils sont là, livrés à eux-mêmes dans une ville qu'ils ne comprennent pas. Ce que ces migrants décrivent, c'est ce que nous appelons sur les échos du front le chaos urbain stratégique. Kinshasa n'est pas une ville, c'est un organisme vivant de 17 millions d'âmes qui ne dort jamais. Derrière les murs de leur hôtel, le bruit est une agression constante. Le flot ininterrompu des esprits de vie, ces minibus jaunes bondés, et le concert de klaxons sur des avenues criblées de nids de poules créent une cacophonie que le silence des centres de détention américains ne les avait pas préparés à affronter. Pour un Colombien ou un Vénézuélien, le choc visuel est total. Ils voient des bâtiments délabrés, des infrastructures héritées de l'époque coloniale belge qui tombent en ruine. Et surtout, ils découvrent une réalité. La majorité des Quinois n'ont accès ni à l'eau courante, ni à l'électricité de manière stable. Pourtant, au milieu de ce tableau sombre, certains voix divergent, révélant la complexité de leur statut. Hugo Palencia Ropero, un jeune Colombien de 25 ans, apporte une nuance de fer. Après 5 mois passés dans les geôles migratoires des États-Unis,
Le problème, c'est qu'ici, nous n'avons pas non plus de permis de travail pour aller chercher un emploi. Le problème, c'est qu'on voit bien que ce pays est vraiment très dangereux. Quand on voit les gens dans les rues, hier, quand j'ai pu sortir, on voit que le pays est en proie à une grande pauvreté, qu'il est très peu développé. Et donc l'incertitude est là, on est dans l'attente de voir ce qui va se passer après ces 7 jours. Il reconnaît une forme de confort précaire. Je reçois 3 repas par jour, le personnel nettoie ma chambre. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une vie, c'est une salle d'attente. Hugo pose le doigt sur le vrai problème, le problème structurel que Washington semble avoir ignoré. Nous n'avons pas de permis de travail. Ce pays est en proie à une pauvreté extrême. Comment Donald Trump a-t-il pu penser qu'envoyer des demandeurs d'emploi dans l'une des économies les plus fragiles au monde était une solution viable? Pour ces migrants, sortir dans la rue, c'est voir le miroir de leur propre détresse multiplié par des millions de personnes. L'incertitude est leur seule boussole. Ils ont 7 jours pour décider, rester dans ce flou artistique ou demander un rapatriement vers le pays qu'ils ont fui. C'est là que le piège de la politique migratoire de l'administration Trump se referme. En externalisant la gestion de ces hommes et femmes, les États-Unis ne règlent pas le problème. Ils le déplacent sur un théâtre d'opérations déjà saturé. L'arrivée de ces migrants sud-américains n'est pas seulement un choc humain, c'est un séisme politique qui révèle les failles de la gouvernance à Kinshasa. Une question brûle toutes les lèvres sur les réseaux sociaux et dans les rues de la capitale. Qui était au courant? Le gouvernement congolais a-t-il agi en partenaire souverain ou en simple exécutant des volontés de la Maison-Blanche? Sur les échos du front, nous analysons souvent les rapports de force. Ici, le déséquilibre est flagrant. Certains murmurent que Kinshasa aurait accepté ce deal pour s'attirer les faveurs de Donald Trump, espérant peut-être en retour un soutien diplomatique ou militaire face aux agressions répétées à ses frontières orientales. Un troc cynique, des visas contre du silence. Le malaise a atteint son paroxysme lors de l'intervention de la première ministre à la télévision. Imaginez la scène. Face aux questions insistantes des journalistes, le sommet de l'État semble naviguer à vue. Lorsqu'on lui demande l'identité exacte de ces personnes, leur nationalité, leur nombre, les réponses sont d'une imprécision déconcertante. Ce sont des demandeurs d'asile, 3 pays d'Amérique latine. Si mes souvenirs sont bons, cette hésitation n'est pas passée inaperçue. Pour les analystes que nous sommes, voir une chef de gouvernement incapable de nommer précisément les nationalités des personnes qu'elle accueille sur son sol est le signe soit d'une impréparation totale, soit d'une volonté délibérée de cacher les détails d'un accord dont les clauses resteraient secrètes. Le gouvernement se réfugie derrière le terme de phase de transition. On nous explique que la RDC collabore avec l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, pour orienter ces migrants vers d'autres pays d'accueil. Mais quel pays? Et avec quel financement? La population congolaise, déjà confrontée à un coût de la vie galopant, s'interroge légitimement. Pourquoi financer le séjour de migrants sud-américains dans des hôtels alors que des milliers de compatriotes dorment sous des tentes à Goma? L'opacité est totale. Le journaliste en plateau, presque incrédule, souligne ce que tout le monde pense. Comment peut-on accepter des individus chez soi sans savoir d'où ils viennent, ni combien de temps ils comptent rester? Ce flou artistique sert une stratégie bien précise, celle du fait accompli. Pendant que l'opinion publique s'indigne de ces 15 premiers arrivants, une opération bien plus vaste se prépare dans l'ombre, car l'Amérique latine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable défi, le prochain front migratoire que Washington veut déporter vers la RDC, nous emmène bien plus loin, vers les montagnes d'Asie centrale. Mais attention, restez bien attentifs, car ce que nous venons de décrire n'est que le prologue d'une opération bien plus vaste. Pendant que les caméras se focalisent sur ces 15 exilés latinos, dans les couloirs feutrés de Doha et de Washington, un autre destin se joue, celui de 1100 Afghans. Qui sont-ils? Ce ne sont pas des migrants clandestins, ce sont des hommes et des femmes qui ont servi de boucliers, d'interprètes et de logisticiens à l'armée américaine pendant 20 ans de guerre en Afghanistan. Lorsque Kaboul est tombé aux mains des talibans en 2021, Washington leur avait fait une promesse sacrée. Vous nous avez protégés, nous vous protégerons. On leur avait promis l'asile, la sécurité, une nouvelle vie sur le sol américain. Aujourd'hui, sous l'administration Trump, cette promesse a été purement et simplement abrogée. Le programme de réinstallation a été suspendu et ses alliés de la veille sont devenus les parias d'aujourd'hui. Actuellement bloqués dans des camps de transit au Qatar comme le camp d'As-Saïlia, ils apprennent avec effroi le nouveau plan de la Maison-Blanche. Au lieu de l'Amérique, ce sera la RDC. Pour ces Afghans, c'est une double condamnation. Eux qui ont fui la guerre se voient proposer comme refuge un pays qui compte déjà plus de 8 millions de déplacés internes. Imaginez leur détresse. Ils ne parlent ni le français ni le lingala, n'ont aucune attache culturelle et craignent, à juste titre, de retomber dans une nouvelle zone de turbulence. À Doha, les cris de protestation s'élèvent. Nous ne voulons pas passer d'une guerre à une autre, disent-ils. En République démocratique du Congo, cette nouvelle fait l'effet d'une bombe. L'opposition
L'opposition, par la voix de figures comme Martin Fayulu, dénonce un acte de sabotage. Comment expliquer au peuple congolais que leurs sols servent de monnaie d'échange pour décharger les États-Unis de leurs obligations morales? C'est là que la stratégie de Donald Trump est la plus lisible. Externaliser la responsabilité à moindre coût. En échange de financements américains, dont on ignore encore la part réelle qui parviendra aux infrastructures locales, Kinshasa accepte de devenir le centre de tri des indésirables de l'administration américaine. On nous parle de transit temporaire, de court séjour, mais sur les échos du front, nous savons que dans cette région du monde, le temporaire a une fâcheuse tendance à devenir éternel. Le contraste est saisissant. Washington déploie des drones et des destroyers pour sécuriser le pétrole du Golfe, mais n'est pas capable d'assumer l'accueil de 1000 personnes qui ont risqué leur vie pour sa bannière. Alors, que réserve l'avenir à ces nouveaux venus, qu'ils soient sud-américains ou afghans? La République démocratique du Congo est une terre de contrastes radicaux, un pays qui ne ressemble à aucun autre. Pour ces migrants qui se plaignent du chaos, ils vont découvrir un peuple d'une résilience hors du commun. On leur parle de chaos, mais ici nous appelons cela la survie créative. Savent-ils qu'ils sont arrivés dans le seul sanctuaire au monde des bonobos? Ces primates uniques, qui vivent à l'état sauvage dans nos forêts, sont le symbole d'une nature brute et indomptable. Font-ils croiser sur les routes de l'Est les choukoudous, ces vélos en bois massif, véritables prouesses d'ingénierie locale, capables de transporter des centaines de kilos là où les camions de l'ONU s'embourbent? C'est là toute l'absurdité de ce plan Washington-Kinshasa. On envoie des gens habitués au confort occidental ou au désert afghan, dans un pays dont la profondeur, comme celle du fleuve Congo, le plus profond au monde avec ses 220 mètres, peut engloutir les destins les plus solides. La réalité est là. Entre vomissements et incompréhension, ces migrants découvrent ce que les Congolais appellent le Gamakasi. La RDC est une chose forte, une terre qui demande une force de caractère que les accords diplomatiques ne peuvent pas acheter. Si certains pensent qu'ils vont simplement danser le dombolo et attendre que le temps passe, ils se trompent lourdement sur la dureté du front social congolais. L'administration Trump joue avec des pions sur un échiquier mondial, mais elle oublie que les pions ont des âmes et que les nations d'accueil ont des limites. En acceptant de devenir le terrain d'expérimentation des politiques de déportation américaines, la RDC prend un risque immense, celui de fracturer encore un peu plus son tissu social, déjà sous tension. Est-ce le début d'une nouvelle ère où l'Afrique servira de zone de transit pour les promesses brisées de l'Occident? Ou le peuple congolais saura-t-il dire non à ce marchandage de la détresse humaine? Une chose est sûre, sur ce front-là, la bataille ne fait que commencer. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette stratégie de Donald Trump. La RDC doit-elle rester cette terre d'accueil à tout prix, ou est-elle victime d'une diplomatie du chantage? C'était un plaisir de décrypter cela pour vous. Restez connectés pour de nouvelles analyses. À bientôt sur les Échos du Front.